Dans ce petit village de Normandie, blotti au creux d'un vallon humide, le nouvel en arrivait jamais en fanfare. Il ne déferlait pas dans un fracas de feux d'artifice et de rires éclatants. Non, il s'infiltrait, insidieux et silencieux, porté par un froid piquant qui semblait naître des entrailles de la terre. C'était une présence fantomatique qui déposait une fine couche de givre sur les clôtures en bois pourri et les toits d'ardoise moussus, une chape de silence qui éteignait les rares lumières aux fenêtres bien avant que les 12 coups de minuit ne résonnent, étouffés, au clocher de la vieille église. Pierre Dubois était assis près de son poêle à bois, une forteresse de fonte qui ronronnait doucement, crachant une chaleur bienvenue dans la pénombre de la pièce unique. Sur la table en chêne massif, usée par des générations, une tasse de thé corsé fumait, son anse ébréchée témoignant d'une longue histoire. À côté, un morceau de pain rassis attendait, compagnon silencieux de sa solitude. Il n'avait pas allumé la télévision. À quoi bon? Écouter les chansons joyeuses, les vœux exubérants de gens pour qui tout restait à construire, alors que derrière lui, il n'y avait qu'un silence de mort et une amertume qui lui rongeait les entrailles. Non, c'était au-dessus de ses forces. Le vieil homme avait appris à apprivoiser la solitude, à la sculpter à son image, à transformer sa vie en une ligne droite, incolore, où chaque jour nouveau était la copie conforme du précédent. Il s'imaginait avoir solidement verrouillé toutes les portes, non seulement celles de sa maison de campagne, mais aussi celles de son âme, à double tour, jetant la clé dans le puissant fond de son chagrin. Et voilà, encore une année de passée, murmura-t-il dans le vide de la pièce. Sa propre voix le surprit, rauque, éraillée par le manque d'usage. Pierre tressaillit. Une angoisse sourde le saisit en constatant avec quelle facilité les murs de pierre avaient absorbé le son, sans même lui en renvoyer le plus faible écho. Il leva les yeux vers la vieille horloge comtoise dont le balancier battait la mesure du temps qui s'écoulait, imperturbable. Minuit était passé depuis un quart d'heure. Le monde avait officiellement basculé dans une nouvelle année, mais pour Pierre, rien n'avait changé, absolument rien. Les mêmes ombres projetées par les bûches dansantes sur le plancher, la même odeur de charbon refroidi et de bois sec. Et soudain, le silence fut déchiré par un son. Ce n'était pas l'explosion d'un pétard au loin, ni les cris d'une jeunesse fêtarde. C'était un gémissement ténu, à peine perceptible. Une plainte chevrotante, faible, qui semblait venir du portail. Pierre se figea. Sa main tenant la tasse s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. « J'ai dû rêver », grommela-t-il, reposant délibérément sa tasse avec un bruit sec sur la table. « C'est le vent. Ou un volet qui grince. » Il fixa obstinément la fenêtre, derrière laquelle régnait une obscurité d'encre. Le vieil homme ne voulait rien entendre. Il savait que la moindre parcelle de curiosité l'obligerait à agir, à sortir dans le froid glacial, à laisser entrer dans son vide si soigneusement agencé la douleur d'un autre, le besoin d'un autre. Et il n'avait plus rien en lui à partager. Pas même la pitié, croyait-il. Le gémissement reprit, plus fort cette fois. Il y avait dans cette plainte un tel désespoir que le cœur de Pierre se serra malgré lui. Mais il se mit aussitôt en colère. La colère avait été son bouclier le plus fidèle durant toutes ces années. « Mais vous n'allez donc jamais me laisser tranquille » siffla-t-il, s'adressant à l'invité invisible. « Passez votre chemin. Allez à la mairie du village, chez les voisins. Je n'ai rien, ni saucisson, ni chaleur. Fichez-moi la paix. » D'un geste rageur, il ferma le clapet du poêle. Le métal cliqueta, coupant net le reflet des flammes. La pièce fut plongée dans une semi-obscurité. Pierre Dubois s'allongea tout habillé sur son lit, tirant la couverture de laine rêche jusqu'à son menton. Il ferma les yeux, s'ordonnant de dormir. Mais le sommeil ne venait pas. À sa place, des mots tournaient en boucle dans sa tête, ceux qu'il avait jetés à la figure de son fils, des années plus tôt. Ces mots venimeux, noirs, irrévocables. Si tu pars, ne reviens pas. Chaque fois qu'un imprévu survenait dans sa vie, cette phrase remontait à la surface comme le cadavre d'un noyé. C'était sa malédiction. Dehors, le son se fit de nouveau entendre. Oh! C'était comme un sanglot, très faible, intermittent, comme si celui qui se trouvait derrière le portail n'implorait plus, mais faisait simplement ses adieux à la vie. Il y avait dans ce son quelque chose de douloureusement familier. Une certaine intonation qui fit que Pierre se redressa brusquement sur son lit. Il soupira lourdement, un râle de défaite. Ses pieds trouvèrent d'eux-mêmes ses vieilles bottes posées près du lit. Que le diable t'emporte,
marmonna-t-il en décrochant son vieux blouson matelassé d'un clou. Ses mains tremblaient en manœuvrant le lourd verrou de la porte. L'air glacial s'engouffra aussitôt dans l'entrée, lui brûlant les poumons. Pierre sortit sur le perron. La neige crissa sous ses pas avec une telle force qu'il grimaça. Il marcha lentement vers le portail, sentant le gel s'insinuer sous ses vêtements, lui mordre les oreilles. Il ne savait pas encore que ce court trajet à travers sa cour deviendrait le début de son long retour vers lui-même. Il voulait simplement que ce son cesse, que le silence redevienne total, fiable, absolu. Pierre posa la main sur la poignée glacée du portail. Il hésita une seconde, son regard se perdant dans les champs sombres qui s'étendaient juste derrière sa clôture. Là-bas, dans le bosquet, le vent hurlait, effaçant les traces de tous ceux qui étaient partis un jour pour ne jamais revenir. Il pressa le loquet et poussa la porte. Alors, qui avons-nous là de si courageux? Le portail s'ouvrit en grinçant et le regard du vieil homme tomba sur la neige. La neige sous ses bottes ne se contentait pas de crisser, elle craquait, comme si Pierre marchait sur du verre pilé. Le gel cette nuit-là était féroce, de ceux qui vous coupent le souffle et transforment la buée de votre bouche en aiguille de glace. Le vieil homme referma son blouson, sentant le froid trouver instantanément une faille au niveau de son cou. « Bon, où es-tu » maugréa-t-il, plissant les yeux face au vent piquant qui lui cinglait le visage. Au pied même du portail, se confondant presque avec le congère, se trouvait une masse sombre et vivante. C'était un chien, un simple bâtard comme il y en avait des centaines dans les rues, mais celui-ci semblait avoir traversé la moitié du monde à pied, et cette cour était devenue son ultime refuge. L'animal ne sursauta pas, n'aboya pas. Il se contenta de lever légèrement la tête, et Pierre se figea. Dans ses yeux, il n'y avait aucune peur. Seulement une fatigue infinie, abyssale, et une étrange, une troublante reconnaissance. Le chien le regardait comme s'il s'était quitté la veille. « Qu'est-ce que tu regardes » lança sèchement Pierre, essayant de réprimer la pointe soudaine qui lui transperçait la poitrine. « Tu n'as rien à faire ici. Retourne d'où tu viens. Ce n'est pas un refuge ici. » Il tendit la main pour refermer le portail, mais son bras s'arrêta. Le chien tremblait de tous ses membres. Son poil, couvert de givre et de plaques de glace, était hérissé. Une de ses pattes était repliée sous lui, visiblement gelée ou blessée. Le chien expira lourdement, un sifflement rauque s'échappant de sa poitrine, et laissa retomber sa tête sur ses pattes, directement dans la neige. « Et puis merde » jura le vieil homme. « Il ne manquerait plus que tu crèves ici pour le nouvel an. Tu m'es tombé dessus. » Il se pencha pour le saisir par la peau du cou et le traîner plus loin du passage. C'est alors que ses doigts heurtèrent quelque chose de dur. Sous la fourrure épaisse et emmêlée, autour du cou du chien, il y avait un collier, une vieille lanière de cuir craquelée par le temps. Une petite plaque de métal y était fixée avec un mince fil de fer. Pierre Dubois sortit la lampe de poche qu'il portait toujours dans la poche de son blouson. Le faisceau lumineux arracha à l'obscurité des lettres gravées à la hâte. Pas d'adresse, pas de nom. Juste le tampon du dispensaire vétérinaire du canton et une date. Un vaccin contre la rage. 2020. Il y a 5 ans. Alors. Murmura Pierre. Les chiffres lui brûlèrent les yeux. C'était précisément il y a 5 ans que son monde s'était effondré. C'était précisément à ce moment-là qu'il avait reçu cette maudite nouvelle. Le vieil homme retira sa main comme s'il s'était brûlé au métal glacé. Il eut une envie folle de claquer la porte, de se barricader derrière tous les verrous et d'oublier cette créature qui traînait avec elle l'odeur du passé. Mais le chien rouvrit soudain les yeux. Il émit un son, pas un gémissement, mais un court et léger soupir, presque humain. Il y avait dans ce son une prière si humble que Pierre sentit sa fameuse armure se fissurer. « Bon, d'accord » lâcha-t-il en reculant d'un pas. « Entre. Mais ne t'avise pas de faire tes saletés ici, et ne prends pas tes aises. Au matin, le gel se calmera, et je te mettrai dehors. Compris » Le chien se leva lentement, péniblement. Il titubait. Chaque mouvement semblait lui coûter une douleur si intense que le vieil homme tendit involontairement la main pour le soutenir par la nuque. Le chien, boitant lourdement de la patte avant, franchit le seuil. Il n'alla pas renifler les coins ou chercher une gamelle. Il se contenta de suivre les pas lourds de Pierre Dubois, laissant derrière lui sur la neige immaculée une chaîne de traces irrégulières. Juste à l'entrée de la maison, le chien s'arrêta et regarda la fenêtre éclairée.
Qu'est-ce qui t'arrive? Pierre tenait la porte. Tu voulais de la chaleur. Entre, pauvre misère. Le chien entra dans le vestibule, enveloppant le vieil homme d'une odeur de poils mouillés et de vieille neige. Pierre Dubois ferma la porte à clé et, dans le silence qui s'ensuivit, il entendit les battements de son propre cœur. Fort, inquiet, pas du tout comme le cœur d'un homme qui s'était depuis longtemps résigné à tout. Il regarda son invité impromptu. Le chien se tenait au milieu de l'entrée, n'osant pas s'aventurer plus loin dans la pièce principale. Il attendait. Tiens donc, tu es bien élevé. Marmonna le vieil homme, sentant son irritation se noyer lentement dans une pitié épaisse et enveloppante. Allons, viens près du poêle. Tu es gelé comme un rien. Il ne savait pas encore que ce bâtard n'était pas venu dans sa maison pour y trouver refuge. Il était venu pour devenir son unique témoin. Dans la pièce, une odeur de briques chaudes, de vieux bois et de pommes séchées flottait dans l'air. Ce parfum familier et dense de la maison se mélangeait désormais à l'arôme lourd et humide de la fourrure du chien qui séchait. Une légère vapeur s'élevait de son pelage en un nuage à peine visible. Pierre Dubois versa dans une vieille gamelle en fer blanc les restes du pot-au-feu de la veille, y émietta un peu de pain et la poussa vers son invité. « Tiens, mange. Pourquoi restes-tu planté là? Il n'y aura rien d'autre. Ce n'est pas le restaurant ici. » Le chien s'approcha de la gamelle. Il mangea lentement, sans cette voracité affamée typique des animaux errants. Il lapa quelquefois le bouillon, mangea un morceau de pain et s'arrêta. Ses oreilles, dont l'une était légèrement cassée, tressautaient constamment. Au lieu de se rouler en boule près du poêle chaud et de sombrer dans un profond sommeil, le chien s'assit près du seuil menant à la pièce principale et fixa la porte d'entrée. « Mais allonge-toi, enfin !» grommela le vieil homme en s'installant dans son fauteuil. « Personne ne viendra. La fête est finie avant même d'avoir commencé. » Mais le chien n'écoutait pas. Son regard était fixé sur le vide du couloir, là où, derrière le lourd verrou, la nuit de janvier gémissait dans le vent. Parfois, il tournait les yeux vers la fenêtre, derrière laquelle tourbillonnait une neige poudreuse et piquante. Il semblait que le chien ne se reposait pas, mais montait la garde. Il attendait. Quelque part au fond du village, une portière de voiture claqua. Le son était à peine audible, mais le chien releva instantanément la tête. Son corps se tendit comme une corde, et un son court et étranglé s'échappa de sa poitrine. Pas un aboiement, mais une sorte de cri d'espoir indéfini. « Doucement, dit Pierre. » Il sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce sont les voisins qui rentrent. Ils ont dû faire la fête quelque part. Le vieil homme essaya de se concentrer sur la lecture d'un vieux journal, mais les lettres se brouillaient devant ses yeux. Du coin de l'œil, il observait son invité. Le chien se leva et s'approcha lentement du porte-manteau où était suspendu son vieux blouson matelassé. Il enfouit son museau dans le PAN de la veste et commença à inspirer profondément, bruyamment. Sa queue remua faiblement une fois, puis s'immobilisa. Le chien frotta son museau contre la manche, resta ainsi un instant, puis soupira plaintivement, presque humainement. À ce moment, Pierre fut comme frappé par la foudre. Il se souvint que ce blouson, Nicolas l'avait porté, bien avant ce départ fatal. Son fils l'avait mis pour réparer la clôture, pour fendre du bois. L'odeur de sueur, de tabac bon marché et d'huile de moteur. Ce cocktail s'était imprégné dans le tissu pour l'éternité, malgré les lavages. Il le cherche. La pensée lui brûla l'esprit comme un fer rouge. Pierre Dubois se leva brusquement, la chaise racla le sol avec fracas. « Va-t'en de là !» cria-t-il, sa voix se brisant en un son rauque. « Arrête de renifler partout, va près du poêle, je t'ai dit. » Le chien tressaillit et baissa les oreilles d'un air coupable. Il s'éloigna lentement du porte-manteau, mais ne s'allongea pas près du feu. Il se coucha directement sur le sol, le museau tourné vers le blouson. Ses yeux, qui brillaient dans la pénombre, ne quittaient pas le visage du vieil homme. On y lisait une question muette, une question à laquelle Pierre Dubois n'avait pas de réponse. « Il n'est pas là, » murmura-t-il, se rasseyant dans son fauteuil et se couvrant le visage de ses mains. « Tu entends ? Il n'est plus là. Enterré depuis 5 ans. Ou coulé dans le béton. Quelle importance maintenant ? Arrête de t'inventer des histoires, pauvre bête, et ne me déchire pas le cœur. » Il était en colère contre le chien, contre lui-même. En ce maudit nouvel an, il aurait voulu remettre le chien dehors dans le gel,
juste pour ne plus voir ce regard plein d'attente, car ce regard le forçait à se souvenir de ce qu'il avait enseveli sous une épaisse couche de silence. Si tu pars, ne reviens pas. Pierre Dubois serra les poings si fort que ses articulations craquèrent. Les morts ne reviennent pas. Les chiens ne sortent pas du néant comme ça. C'est juste une coïncidence. Un bâtard, un collier, un dispensaire. Il y a tant de chiens dans le canton, tant d'hommes nommés Nicolas. Mais le silence dans la maison avait changé. Il n'était plus vide. Il était empli de la présence de quelqu'un, de l'attente longue et douloureuse de quelqu'un. Sur le sol, le chien se mit à gémir doucement dans son sommeil. Il rêvait manifestement de quelque chose de pénible. Il agitait les pattes, comme s'il courait à travers un champ de neige infini, essayant de rattraper une ombre fuyante. Pierre Dubois ne dormit pas jusqu'à l'aube. Il resta assis, le regard fixé sur un point, écoutant le vent se déchaîner dehors. Cette nuit-là, pour la première fois en 5 ans, il ne se sentit pas seul, et cela l'effrayait plus que la mort. Le matin n'avait pas encore blanchi. Il était bleu, épais et froid, comme l'eau gelée d'un trou dans la glace. Pierre Dubois n'avait pas dormi. Assis dans son fauteuil, il fixait la fenêtre, attendant que l'obscurité commence à reculer à contre-cœur de sa clôture. Le chien était couché à ses pieds, mais dès que le vent faisait claquer un volet un peu plus fort, il relevait la tête et tendait l'oreille. Le silence fut rompu par un son qui n'avait rien à faire ici, à la périphérie du village, au matin du 1er janvier. Le vrombissement sourd et puissant d'un moteur. Ce n'était pas le vieux tracteur du voisin ni une vieille 4 litres asthmatique. La voiture avançait avec assurance, avalant en douceur les nids de poules de la route défoncée. 2 faisceaux de phares lumineux déchirèrent la pénombre bleutée. La lumière glissa sur le mur de la maison, aveugla un instant Pierre et s'éteignit. Le moteur se tut. Le chien bondit sur ses pattes. Un grognement bas et vibrant s'échappa de sa poitrine. Il n'aboyait pas à des étrangers. Il prévenait. La queue du chien était tendue. Le poil de sa nuque était hérissé. Doucement, chuchota le vieil homme, sentant tout son être se contracter sous l'effet d'un mauvais pressentiment. Il s'approcha de la fenêtre et écarta prudemment le bord du rideau. Près du portail se tenait un 4x4 robuste et noir, couvert d'une couche de poussière de la route et de sel. 2 hommes en sortirent. Ils portaient des blousons sombres et stricts, boutonnés jusqu'au cou, et des écharpes épaisses, pas du tout campagnardes, des citadins, et du genre de ceux qui ont l'habitude de poser des questions plutôt que d'y répondre. L'un d'eux tenait une tablette et vérifiait rapidement quelque chose. Pierre Dubois enfila son blouson et sortit sur le perron. Le gel lui mordit aussitôt le visage, lui brûlant les poumons. La neige sous ses pieds crissa d'une manière traîtresse. « Bonjour », dit l'homme le plus âgé d'une voix forte en s'approchant du portail. Sa voix était calme, dénuée de toute agitation festive. Son regard était perçant, évaluateur. « Bonjour, si l'on peut dire », grommela Pierre, sans ouvrir le portail. « Qui cherchez-vous de si bonne heure ? L'épicerie est au centre, si vous venez pour la suite des festivités. » Les hommes échangèrent un regard. Le plus jeune hocha la tête en direction du chien, qui se tenait maintenant à côté de Pierre, son épaule pressée contre la jambe du vieil homme. « Nous venons pour le chien, monsieur Dubois, » dit l'homme le plus âgé. « Il est bien chez vous, n'est-ce pas ?» Le vieil homme sentit son cœur faire un bond et lui tomber dans les talons. Il se plaça involontairement devant le chien pour le protéger. « Il est arrivé cette nuit. »« Je l'ai laissé se réchauffer, » répondit-il sèchement. « C'est un chien comme un autre. Il n'a mordu personne, n'a rien volé. Qu'est-ce que vous lui voulez ?» L'homme ajusta son écharpe avec un soupir. Son visage devint encore plus sérieux. « Vous comprenez, nous ne cherchons pas simplement un chien. Celui-ci est notre seul fil. Nous sommes remontés jusqu'à lui grâce au numéro sur son collier, via le dispensaire vétérinaire du canton. Ce fut un long travail. » Pierre Dubois serra les poings, les cachant dans les poches de son blouson. Ses mains tremblaient légèrement. « Et qu'a-t-il de si spécial ?» Sa voix se brisa en un son rauque. « Un simple bâtard. Ce bâtard a été enregistré il y a 5 ans au nom d'un homme officiellement déclaré décédé lors d'un accident sur un site industriel, » dit l'homme à voix basse. Mais l'affaire a été rouverte. De nouvelles informations suggèrent que tout le monde n'est pas mort ce jour-là. Certains sont partis, d'autres se sont cachés.
Le monde autour de Pierre Dubois se mit à tourner lentement. L'air devint lourd comme du plomb. Il s'agrippa à la rampe du perron pour ne pas tomber. Le chien gémit doucement, sentant l'état de son maître. « De quoi parlez-vous » murmura le vieil homme. L'homme ouvrit le portail. Il ne demanda pas la permission, il entra simplement dans la cour, réduisant la distance. Son partenaire resta près de la voiture. « Nous cherchons Nicolas Dubois, votre fils. » Si le chien est venu jusqu'ici, cela signifie que son maître était tout près, très récemment. Les chiens n'oublient pas le chemin de la maison, monsieur Dubois. Même après 5 ans. Le vieil homme le regardait sans comprendre si c'était encore un cauchemar ou une blague cruelle pour laquelle il frapperait cet homme sans hésiter. « Mais qu'est-ce que vous racontez » Sa voix n'était plus qu'un chuchotement fissuré. « Mon fils. Il y a 5 ans, j'ai reçu un papier, avec un tampon officiel. Je l'ai enterré. Vous entendez ? Je l'ai enterré. Officiellement, oui, répondit l'inconnu, tout aussi doucement. Mais les papiers peuvent être une erreur, ou le résultat d'une manœuvre intentionnelle. Nous avons besoin de Nicolas. Vivant ou non, nous devons connaître la vérité. Car sans son témoignage, les vrais coupables de cet accident s'en tireront. Pierre Dubois baissa lentement les yeux. Le chien était assis sur la neige et le regardait. Dans ses yeux intelligents et tristes, il n'y avait plus seulement de la fatigue. Il y avait une supplique. Le chien savait. Le chien savait depuis le début ce que son père avait peur de croire pour ne pas sombrer dans la folie. Nicolas. Le vieil homme articula le nom du bout des lèvres. Ce nom qu'il s'était interdit de prononcer à voix haute pendant toutes ces années flottait maintenant dans l'air glacial, plus brûlant que la glace. Tout le monde que Pierre avait si soigneusement construit, fait de solitude, de ressentiment et de silence, s'effondra en une seconde. Alors, il est vivant. Pierre leva les yeux vers l'enquêteur. Il y avait dans cette question tant d'espoir et une peur si sauvage, si inhumaine, que l'homme détourna un instant le regard. « Nous l'espérons, monsieur Dubois. Mais sans votre aide, nous ne le trouverons pas. Le chien est venu à vous. Cela signifie que Nicolas l'a laissé partir d'ici. » Le vieil homme regarda le bosquet sombre au-delà de la clôture. Quelque part là-bas, dans le froid et l'anonymat, errait l'homme qu'il avait chassé avec sa dernière phrase. Le cœur de Pierre se mit à battre à un rythme irrégulier et douloureux. « Entrez dans la maison, dit-il d'une voix sourde. Je vais tout vous raconter. » Dans la maison, il y avait une odeur de thé refroidi et de peur lourde et poisseuse. Pierre Dubois était assis sur un tabouret, sans enlever son blouson. Il regardait le dossier que l'enquêteur avait posé sur la table de cuisine graisseuse. Le chien s'était installé au pied de son maître, posant son museau sur ses vieilles bottes et ne quittant pas des yeux les nouveaux venus. Sa queue battait de temps en temps le sol d'un rythme sourd. Vous comprenez ce que cela signifie, monsieur Dubois ? L'enquêteur, qui s'appelait Antoine Leclerc, parlait doucement, mais chaque mot tombait dans le silence de la pièce comme une pierre lourde dans un puits. Il y a 5 ans, sur le site industriel L'Étoile, il y a eu une fuite de gaz. Officiellement, un accident. Sur la liste des victimes, votre fils Nicolas était le premier. Son poste de travail se trouvait en plein épicentre. Pierre Dubois déglutit. Sa gorge était à vif, comme s'il avait avalé du verre pilé. On m'a dit qu'il ne restait rien. Qu'on n'avait retrouvé personne, seulement ses papiers et ses effets personnels dans son casier. J'ai enterré un cercueil vide. Vous imaginez ce que c'est, de jeter de la terre sur du vide ? Nous imaginons, répondit doucement Antoine Leclerc. Mais la situation a changé. Nous avons mené une nouvelle vérification des systèmes de sécurité lors de la modernisation du site et nous avons trouvé des incohérences. Il s'avère que le système automatique s'est déclenché, mais avec un retard de 3 minutes. Ces 3 minutes auraient pu sauver 4 ouvriers si le système avait été en état de marche. Le vieil homme fronça les sourcils, sentant une angoisse froide et piquante lui monter au cœur. Et mon Nico là-dedans ? Il était ingénieur, consciencieux, responsable. L'enquêteur soupira et sortit du dossier la photocopie d'un document. La signature dans le coin était ample, douloureusement familière. Nicolas a signé le procès-verbal de conformité du système de ventilation et du circuit d'urgence 2 jours avant la catastrophe. Il savait que les capteurs de pression défaillaient. Il savait que l'équipement était obsolète,
mais la direction faisait pression, les délais étaient serrés, et lui. Il a simplement signé. Et quand ça a explosé, ceux qui auraient pu survivre sont morts asphyxiés, parce que les clapets ne se sont pas ouverts. Pierre Dubois sentit le monde autour de lui virer au gris. Il ne voyait plus l'enquêteur devant lui, mais le petit Nico, qui pleurait autrefois sur un pigeon blessé. Son Nico est la mort de plusieurs hommes. Non, ce ne pouvait être vrai. Ils l'ont rendu coupable, croassa le vieil homme. Comme toujours chez nous. Ils ont trouvé un bouc émissaire qui ne peut plus répondre. C'est justement là le problème, monsieur Dubois. L'enquêteur se pencha en avant. Nicolas a compris que sa signature était une condamnation, non seulement pour lui, mais aussi pour ses ouvriers. Après l'explosion, c'était le chaos. Des témoins ont vu quelqu'un qui lui ressemblait sortir par une issue de secours vers le bosquet. Il n'est pas mort. Il a simplement disparu. Il est parti, pensant que ce serait plus facile ainsi. Le chien releva soudain la tête et aboya brièvement, comme pour confirmer les paroles de l'enquêteur. Pierre Dubois le regarda. Le chien le fixait avec une tristesse ancienne, inhumaine. Alors, il est vivant, chuchota le vieil homme. 5 ans. 5 ans qu'il a marché, mangé, dormi quelque part, pendant que moi, j'étais ici. Une colère chaude et âcre flamba dans la poitrine de Pierre. Une colère contre son fils, qui avait laissé son père pourrir sur pied de chagrin. Une colère contre le fait que pendant tout ce temps, la vie avait continué, alors que lui-même mourait à petit feu dans cette maison vide. Et pourquoi le voulez-vous maintenant? La voix de Pierre Dubois se durcit. Pour le mettre en prison? Vous décidez de rétablir la justice après 5 ans? Son témoignage est le seul moyen de punir ceux qui l'ont forcé à signer ce document, répondit Antoine Leclerc. Nous avons trouvé des ordres de la haute direction, des menaces de licenciement. Nicolas est un témoin, mais s'il ne parle pas, l'affaire sera de nouveau classée, et il continuera à se cacher jusqu'à la fin de ses jours comme une bête traquée. Pierre Dubois ferma les yeux. Il avait peur. Peur que son fils se révèle être un criminel. Peur de voir dans les yeux de Nicolas cette même lâcheté qui l'avait poussé à fuir. Mais ce qui était encore plus effrayant, c'était que, en ce moment même, quelque part dans une forêt glaciale, son fils, vivant, son sang, égaré, attendait son seul ami. Et cet ami, ce chien, était assis ici, au pied du vieil homme. Alors, il est coupable, répéta Pierre. Ce n'était pas une question, mais la reconnaissance d'une catastrophe. En partie, oui, acquiesça l'enquêteur. Mais c'est un homme, monsieur Dubois, et c'est votre fils. Le chien s'approcha de Pierre et lui lécha la main qu'il laissait pendre. Sa langue était rêche et chaude. Le vieil homme tressaillit. Ce geste sembla réveiller en lui quelque chose de longtemps oublié. La responsabilité. Non pas pour le passé, qu'on ne pouvait plus changer, mais pour ce qui pouvait encore être sauvé. Que dois-je faire? Demanda-t-il, levant les yeux vers l'enquêteur. Dans son regard, il n'y avait plus de déni. Il y avait la résolution amère et adulte d'un homme prêt à affronter sa plus grande peur. Pierre Dubois regardait ses mains, noueuses, couvertes de taches de vieillesse et de cale dues à un travail incessant. Ses mains avaient autrefois tenu le petit Nico, l'avaient lancé vers le ciel, puis elles s'étaient serrées en poing en cette soirée pluvieuse, il y a 5 ans. La mémoire est une chose cruelle. Elle ne demande pas la permission, elle frappe sans avertir. Pierre se souvint soudain, avec une clarté allant jusqu'à l'odeur de la poussière mouillée, de leur dernière dispute. Nicolas criait alors qu'il ne pouvait plus pourrir dans ce trou perdu, qu'on lui avait proposé un poste sur un site important, que c'était sa chance. Et Pierre, aveuglé par l'entêtement et la peur de rester seul dans une maison vide, avait hurlé en retour, « Si tu pars, ne reviens pas ». Ces mots étaient sortis si facilement, comme des balles. Nicolas s'était figé sur le seuil. Ses épaules sous sa veste tremblaient légèrement. Il n'avait rien répondu, il avait simplement fermé la porte. Pas claqué, mais bien fermé, doucement et définitivement. Et pendant 5 ans, Pierre avait vécu avec ce bruit sourd dans les oreilles. « Monsieur Dubois, vous m'entendez » La voix de l'enquêteur traversa le voile des souvenirs. Sans lui, tout cela se transformera en poussière. Ceux qui donnaient les ordres, qui économisaient sur les capteurs et sur les vies humaines, s'achèteront simplement de nouveaux fauteuils.
Et votre fils continuera à pourrir sur pied dans une cabane quelconque, se considérant comme le seul bourreau. C'est ce que vous voulez? Le vieil homme releva la tête. Dans ses yeux dansait une peur pure, non diluée. Et s'il est vraiment coupable? Croassa-t-il. Si je vois en lui non pas un fils, mais un criminel, vous comprenez ce que vous me faites? Je l'ai pleuré il y a 5 ans. Je me suis habitué à ce vide, et maintenant vous me proposez de l'arracher au néant, pour peut-être le perdre à nouveau, mais cette fois en prison. Mieux vaut la prison où il y a une vérité, que la liberté où il n'y a qu'une fuite éternelle de soi-même, trancha Antoine Leclerc. Il n'y arrivera pas seul. Il a laissé partir le chien parce qu'il a lui-même baissé les bras. Il vous a envoyé la seule chose précieuse qui lui restait. Comprenez-vous? C'était son dernier salut, ou son adieu. Le chien, qui était resté tranquillement couché à ses pieds, se leva soudain. Il s'approcha de la lourde porte d'entrée, recouverte de vieux simili-cuir, et gratta doucement, mais avec insistance, le bois avec ses griffes. Le chien se tourna vers Pierre. Sa queue frappa une fois le montant de la porte. Dans son regard, il n'y avait pas seulement de la dévotion. Il y avait un ordre. Il est temps. Pierre Dubois sentit quelque chose bouger en lui. La lourde plaque de glace du ressentiment, qu'il avait gardée comme un trésor, se fissura soudain. La douleur s'y engouffra, mais avec elle, la vie. Nico est vivant, il est vivant, pulsait dans ses tempes. Il imagina son fils quelque part là-bas, dans la forêt froide ou dans une baraque abandonnée. Nicolas, assis seul, sans son chien, sans espoir, écrasé par le poids d'une culpabilité qu'il ne devrait peut-être pas porter seul. Et cet homme, son sang, son fils unique, à qui il avait un jour crié « Ne reviens pas ». Pierre Dubois se leva d'un bond du tabouret. Ses jambes étaient engourdies, une douleur aiguë lui traversa les genoux, mais il ne grimaça même pas. « Où est mon bonnet ?» demanda-t-il d'une voix sourde, regardant autour de lui. L'enquêteur expira discrètement. Son partenaire, Laurent Vidal, qui se tenait près de la fenêtre, se redressa aussitôt. Dans l'entrée, sur un clou, « Père », répondit Antoine Leclerc en se levant à son tour. Pierre sortit dans l'entrée froide. Ses doigts engourdis peinaient à boutonner son blouson. Il arracha du clou sa vieille chapka et l'enfonça jusqu'aux sourcils. « On y va » lança-t-il à l'enquêteur, sans se retourner. « Vous êtes sûr ? Le chemin peut être long, et personne ne garantit qu'il voudra nous voir. » Pierre Dubois s'arrêta sur le seuil. Il regarda le chien, qui l'attendait déjà sur le perron, piétinant d'impatience. Le chien semblait avoir rajeuni sous ses yeux. Il avait un but. « C'est mon fils », dit simplement le vieil homme. « Et ce jour-là, je lui en ai trop dit. Il est temps de payer mes dettes. » Il sortit dans l'air glacial. Le ciel s'était déjà éclairci, devenant d'un rose tendre, annonciateur d'une journée froide et claire. Pierre Dubois ne se contentait pas de marcher vers la voiture. Pour la première fois en 5 ans, il faisait un pas en avant, et non en rond dans le cercle de sa solitude. Le chien sauta sur la banquette arrière du 4x4 dès que Laurent Vidal ouvrit la portière. Il s'assit, droit et fier, regardant par la fenêtre. Pierre Dubois s'assit à côté, sentant la douceur inhabituelle du siège et l'odeur de tabac de luxe dans l'habitacle. La voiture démarra, soulevant un nuage de neige poudreuse. Pierre ne se retourna pas vers sa maison. Il regardait le profil du chien, qui était désormais son seul guide vers la vérité. « Attends-moi, Nico », murmura-t-il dans le col de son blouson. « Juste, attends-moi. » La voiture glissait en douceur sur la route enneigée, fendant un épais brouillard matinal. À l'intérieur, il faisait chaud, une odeur de cuir et de désodorisant au pain flottait dans l'air, mais Pierre Dubois ne parvenait pas à se détendre. Il était assis, les doigts crispés sur le bord du siège, regardant défiler par la fenêtre des champs blancs et monotones. Le chien, installé entre lui et la portière, avait posé son museau sur la vitre et suivait attentivement la route. Parfois, il soupirait doucement, et la vitre s'embuait de son souffle. Il était tout près, vous savez, rompit le silence Antoine Leclerc, sans se retourner. Dans un hameau en Provence. À seulement 40 kilomètres de votre village. Pierre Dubois tressaillit. La Provence. Il y allait au marché chaque automne, marchait dans les mêmes rues, respirait le même air, et il ne savait pas. Il vivait sous le nom d'André, continua l'enquêteur.
Il avait loué une vieille maisonnette pour une bouchée de pain. La propriétaire le plaignait. Il ne buvait pas, travailleur, silencieux. Il vivotait de petits boulots. Tantôt il transportait des troncs à la scierie, tantôt il réparait des toits, ou il bricolait des voitures dans des garages. Un ingénieur diplômé, l'un des meilleurs spécialistes, et il se cassait le dos comme un manœuvre. Pourquoi n'est-il pas parti plus loin? Demanda Pierre d'une voix sourde. Pourquoi est-il resté si près? L'enquêteur resta silencieux un instant, regardant la route. La culpabilité est une encre lourde, monsieur Dubois. Nicolas ne voulait pas se sauver. Il voulait disparaître, mais en restant dans la zone de sa douleur. Nous avons trouvé des témoins. Ils disent qu'il travaillait jusqu'à l'épuisement, comme s'il se punissait pour ces 3 minutes qui n'ont pas sauvé ces hommes. Chaque sou qui lui restait après avoir acheté de quoi manger, il le versait anonymement à des fonds d'aide aux familles des victimes. Imaginez, il vivait de pain et de bouillie, et il essayait de mesurer sa dette de sang avec de l'argent. Pierre Dubois ferma les yeux. L'image de son fils, amaigri, avec de la crasse sous les ongles, dans une cabane froide, lui apparut. Un poids, une véritable lourdeur physique, s'abattit sur les épaules du vieil homme. Ce n'était pas cette compassion qui apporte le soulagement. C'était la vérité amère et plombée sur la façon dont un homme se brise lui-même. Et le chien? Le vieil homme fit un signe de tête vers l'animal. Il l'a recueilli il y a environ 3 ans. C'était un chiot, il mourait dans un fossé. Il l'a soigné, et depuis, ils étaient inséparables. Vous savez ce qui est le plus étrange? On nous a raconté que parfois, une fois tous les 2 ou 3 mois, Nicolas prenait son vélo ou marchait en direction de votre village. Il arrivait jusqu'à la lisière, se tenait près du bosquet et regardait les lumières pendant des heures. Alors, pourquoi n'est-il pas entré? La voix de Pierre se brisa. Pourquoi n'a-t-il pas frappé à la porte? Elle n'était fermée qu'à un seul verrou. Il avait peur. Il se souvenait de vos dernières paroles et considérait qu'il n'avait pas le droit de souiller votre maison de sa présence. Il était mort pour tout le monde, et pour lui-même, il était un assassin. Le chien était toujours avec lui. Il mémorisait la route, l'odeur de votre portail. Et quand Nicolas est tombé vraiment malade? Malade? Pierre se tourna brusquement vers l'enquêteur. Qu'est-ce qu'il a? Antoine Leclerc soupira. Son visage dans le rétroviseur s'assombrit. Une vieille blessure sur un chantier, mal soignée. Puis un rhume, des complications pulmonaires. Il ne se soignait pas, vous comprenez. Il pensait ne pas le mériter. La semaine dernière, il ne se levait presque plus. Il a dû comprendre que la fin approchait. C'est là qu'il a laissé partir le chien, lui donnant une chance de survivre, et en même temps, sans doute, il vous a envoyé un signe. Il avait fait le carnet de santé au nom de Gris, et il avait gardé ce collier. Il espérait probablement que si le chien venait à vous, vous comprendriez. Le chien, comme s'il avait entendu son nom, se tourna et lécha la main de Pierre Dubois. Le vieil homme ne se retira pas. Au contraire, il serra fermement la fourrure épaisse entre ses doigts. « Imbécile que tu es, Nico, murmura-t-il, et une unique larme amère roula le long d'une ride profonde. Quel grand imbécile! Le silence s'installa de nouveau dans l'habitacle, mais c'était un silence différent. C'était le silence avant l'orage. Pierre Dubois n'avait plus peur de la vérité. Il la désirait, aussi terrible soit-elle. Il comprit que son fils n'était pas seulement un bouc émissaire. C'était un homme qui s'était emmuré vivant dans un tombeau de conscience et de peur. Et seul un vieux chien avait réussi à percer une brèche dans ce mur. La voiture quitta la route principale pour un chemin de terre menant au hameau. « Nous y sommes presque, » dit l'enquêteur. « Préparez-vous, monsieur Dubois. La vie qu'il menait là-bas n'est pas pour les âmes sensibles. » Le vieil homme hocha simplement la tête en silence. Il n'était plus ce Pierre qui désirait le silence. Il était redevenu un père, allant chercher son fils, jusqu'au fond de l'enfer. Le hameau en Provence les accueillit avec les aboiements étouffés derrière les clôtures et la fumée grise qui s'échappait à peine de quelques rares cheminées. La maison indiquée par l'enquêteur se trouvait tout au bout de la rue, presque au bord d'un ravin. C'était une vieille cabane, penchée d'un côté, enfoncée dans la terre jusqu'aux fenêtres. La voiture n'avait pas encore eu le temps de s'immobiliser complètement que Pierre Dubois tirait déjà sur la poignée de la portière. Ses doigts, engourdis par le froid et la peur,
glissèrent, mais à la deuxième tentative, il se laissa tomber dehors, directement dans un profond congère de neige intacte. « Attendez, père !» cria Antoine Leclerc en sortant à son tour. « Ne courez pas comme ça, votre cœur. » Mais Pierre n'entendait pas. Il ne voyait que le vide noir et béant des fenêtres. Aucune fumée ne sortait de la cheminée, aucun air chaud ne tremblait au-dessus du toit. La maison semblait morte, abandonnée, figée dans une torpeur glaciale. Le chien sauta de l'habitacle et fila comme une flèche devant le vieil homme. Il n'aboyait pas. Il courait vers le perron, s'enfonçant dans la neige, et ses mouvements étaient désespérés, saccadés. Le chien bondit sur les marches et se mit à gratter frénétiquement la porte. La porte n'était pas verrouillée. Elle était juste entr'ouverte, tenue par le givre qui s'était formé sur le montant. Pierre Dubois la poussa de l'épaule. À l'intérieur, il faisait plus froid que dehors. Ce froid spécifique des habitations non chauffées, lourd, sentant l'humidité, la vieille poussière et quelque chose de désespéré, le frappa immédiatement au visage. « Nico !» cria Pierre, et sa voix, fissurée et faible, se noya dans le silence gris de la pièce. « Nico, tu es là ?» Pas de réponse. Le vieil homme s'avança à l'intérieur. Une petite cuisine, encombrée de ferraille, une vieille table sur laquelle se trouvait une tasse de thé non terminée, transformée en glace. Dans un coin, un lit étroit, recouvert d'une couverture en flanelle grise. La couverture était rejetée sur le côté, comme si la personne s'était levée à la hâte. Pierre Dubois s'approcha du poêle et posa la paume de sa main sur son flanc. La pierre était glaciale. Pas une étincelle, pas de chaleur. Il fait froid ici. Antoine Leclerc entra à sa suite, scrutant la pièce d'un regard professionnel et lourd. Pas chauffé depuis 2, voire 3 jours. Par un tel froid. Il se tut, sans finir sa phrase. Mais Pierre avait déjà tout compris. Par un tel froid, dans ce tombeau, il était impossible pour un homme malade de survivre. Le chien s'agitait dans la pièce. Il sautait sur le lit, gémissait, redescendait, courait vers la table, puis de nouveau vers la porte. Sa queue était rentrée, ses oreilles plaquées contre sa tête. Le chien leva son museau vers le plafond et poussa un long hurlement plaintif. Un son d'une telle force et d'une telle douleur que Pierre Dubois eut envie de se boucher les oreilles. C'était un requiem. Trop tard, murmura le vieil homme en s'asseyant sur le bord du lit glacé. Encore trop tard. Il sentit quelque chose se briser définitivement en lui. 5 ans plus tôt, il avait enterré un cercueil vide, et maintenant, il enterrait son espoir ici, dans ce coin perdu. C'était insupportable de perdre son fils 2 fois. La deuxième fois était bien plus terrible que la première, car maintenant, Pierre savait, Nicolas était vivant. Il était tout prêt. Il souffrait, il attendait, il appelait. Et son père était assis derrière sa clôture, à chérir son ressentiment. L'enquêteur s'approcha de la fenêtre, sortit son téléphone et commença à parler rapidement dans le combiné, demandant des informations aux hôpitaux et aux morgues locales. Sa voix était sèche, professionnelle, et cette banalité rendit Pierre complètement malade. « Il est possible que nous l'ayons perdu, monsieur Dubois. » Antoine Leclerc rangea son téléphone et posa une main sur l'épaule du vieil homme. « Les voisins disent l'avoir vu il y a 3 jours. Depuis, ni fumée, ni mouvement. Vous comprenez, son état était critique. » Pierre Dubois ne répondit pas. Il regardait le chien. L'animal se figea soudain sur le seuil, la tête basse. Il ne gémissait plus. Il se tenait là, regardant le vide du couloir, et son corps tremblait légèrement. À cet instant, Pierre eut l'impression que le monde autour de lui s'était définitivement décoloré. Tout ce pourquoi il était sorti de sa maison, tout ce pourquoi il avait risqué de croire en un miracle, s'était transformé en cette cendre glacée sur le poêle éteint. « Nico » expira-t-il à peine audiblement, et sa tête tomba lourdement sur sa poitrine. « Pardonne-moi, vieil imbécile. Je n'ai pas été assez rapide. » Le silence dans la maison devint absolu. On aurait dit que le temps lui-même s'était figé dans cette pièce, empêchant les héros de faire le moindre pas vers le salut. Tout indiquait que l'histoire se terminait ici, dans le froid, la solitude et un éternel retard. Pierre Dubois était assis, voûté, regardant ses paumes calleuses. Le silence de la maisonnette semblait aussi définitif qu'une pierre tombale. Il s'était déjà résigné.
Il sentait déjà la dernière porte, celle derrière laquelle vacillait l'espoir, se refermer en lui. Mais le chien. Le chien se comportait étrangement. Gris avait cessé de hurler. Il s'était figé près de ce même poêle glacial, mais il ne gémissait pas. Il aspirait l'air bruyamment, intensément, par les narines. Ses oreilles étaient dressées. Soudain, il se retourna brusquement et se précipita vers un passage étroit, masqué par une lourde couverture graisseuse. Il devait y avoir là une minuscule débarras ou une remise. Gris, aux pieds. Appela doucement l'enquêteur, mais le chien ignora l'ordre. Pierre Dubois releva la tête. Quelque chose dans les mouvements du chien avait changé. Le désespoir avait disparu, remplacé par une assurance féroce et saccadée. Le vieil homme se leva, surmontant la faiblesse de ses jambes, et suivit le chien. Il écarta le lourd tissu de la couverture. Derrière se cachait une niche avec une minuscule fenêtre. Là se trouvait une petite cheminée en fonte, entourée de briques pour conserver la chaleur. Pierre Dubois tendit la main et toucha le métal. Ses doigts ne furent pas brûlés, mais il ne sentit pas non plus la morsure du gel. Le métal était à peine, fantomatiquement tiède. « Antoine » appela-t-il l'enquêteur, sa voix tremblant. « Regardez, elle n'est pas froide. Il y a eu du feu ici très récemment. Il y a 2 heures, pas plus. » L'enquêteur s'approcha rapidement et posa la paume sur les briques. Ses yeux se plissèrent. « Vous avez raison. Par un tel froid, une cheminée comme ça refroidit instantanément. Cela signifie qu'il était ici ce matin. » Pierre Dubois regarda autour de lui avec des yeux neufs. Il remarqua ce qu'il n'avait pas vu dans son premier accès de désespoir. Sur un petit tabouret près de la cheminée se trouvait une tasse en émail. Le vieil homme la toucha. L'eau à l'intérieur était liquide. Elle n'était même pas recouverte d'une pellicule de glace, contrairement à celle qui se trouvait sur la grande table. À côté, un morceau de pain dur portait les traces fraîches d'un couteau. « Il est parti » murmura Pierre. « Il est parti de lui-même. » Mais où ? Le partenaire de l'enquêteur jeta un coup d'œil dans la remise. Dans son état, sans affaire. Le chien aboya. Ce n'était pas le gémissement plaintif qu'il avait poussé devant le portail la nuit du Nouvel An. C'était l'aboiement sonore et pressant d'un chasseur qui a trouvé une piste. Gris se précipita vers la porte arrière, qui ne donnait pas sur la rue, mais sur un jardin en friche et le ravin. Il le sent. Nico est tout près. Pierre Dubois fut le premier à se ruer vers la porte. Ils bondirent dans la cour arrière. Ici, la neige n'était pas aussi profonde que sur la route, mais le vent avait déjà commencé à tout recouvrir d'un linceul blanc. Sans hésiter, le chien plongea sous une clôture en osier délabré et fonça vers un massif de vieux framboisiers. « Regardez !» cria l'enquêteur en montrant la neige. Là, à l'abri des buissons, où le vent n'avait pas encore eu le temps de faire son œuvre, on voyait une chaîne de traces, lourde, irrégulière. Une trace était nette, l'autre floue, comme si l'homme traînait la jambe ou s'appuyait sur un bâton. À côté des traces, on voyait des gouttes. Pierre Dubois s'accroupit, toucha du doigt une tache sombre sur la neige. Ce n'était pas du sang, c'était de la suie. De la suie fraîche, tombée de ses vêtements ou de ses chaussures après avoir nettoyé la cheminée. Il ne peut pas être allé loin. Avec une démarche pareille, il se traîne à peine, sentit Pierre, un incendie s'allumant dans sa poitrine. Probablement vers le ravin, ordonna Antoine Leclerc. Il y a de vieilles cabanes et des abris là-bas. Il a pu chercher un refuge en sentant des étrangers. Gris avait déjà disparu de leur vue. On n'entendait plus que son aboiement confiant et haletant quelque part devant, derrière le voile de brouillard et de neige tombante. Pierre Dubois courait, ne sentant ni son âge, ni le gel qui lui brûlait le visage. Chacun de ses pas était un battement de cœur. Vivant. Encore vivant. Pourvu qu'on arrive à temps. L'espoir, qui semblait mort une minute plus tôt, le propulsait maintenant en avant, plus fort que n'importe quel ordre. Il vit le chien jaillir sur une butte surplombant le ravin et s'immobiliser, regardant en bas. « Nico !» cria le vieil homme, s'écorchant la voix. « Mon fils !» L'aboiement du chien se changea en un jappement joyeux et frénétique. Gris dévala la pente, soulevant des tourbillons de neige. Pierre Dubois atteignit le bord du ravin et s'arrêta, happant l'air glacial. Là, en bas, à l'entrée d'une grange à moitié en ruine, se tenait un homme.
Il s'appuyait sur un bâton noueux. Sa silhouette dans un vieux blouson semblait incroyablement mince sur fond de champ blanc infini. L'homme leva lentement la tête. Le chien tournait déjà autour de ses jambes, sautait sur sa poitrine, salissant ses vêtements de neige, et il se contenta de poser une main sur sa tête, essayant de garder l'équilibre. Le monde autour de Pierre Dubois s'arrêta. Les enquêteurs, le froid, les 5 années de silence, tout disparut. Il ne restait plus que deux, et le chien qui les avait réunis. Pierre Dubois descendit lentement au fond du ravin, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans la neige poudreuse. Ses jambes tremblaient, de froid ou parce que son cœur battait dans sa poitrine comme un oiseau pris au piège. Il s'arrêta à quelques pas de la grange délabrée. Nicolas se tenait immobile. Il semblait être l'ombre de lui-même. Le blouson flottait sur ses épaules saillantes. Son visage était émacié, couvert d'une barbe épaisse et grisonnante, bien avant l'âge. Ses yeux, enfoncés dans des orbites sombres, regardaient son père sans crainte. Il n'y avait en eux qu'une résignation infinie, brûlée jusqu'à la cendre. Le chien courait entre eux, soulevant la poussière de neige. Il poussait Nicolas aux genoux, puis courait vers Pierre, s'aplatissant sur ses pattes avant, comme pour le supplier, « Allez, le voilà, je l'ai trouvé. » Le silence était si lourd qu'on aurait pu le toucher. L'air glacial était figé. « Bonjour, père, » dit doucement Nicolas. Sa voix était la même, un peu rauque, mais elle était maintenant empreinte de la fatigue d'un homme qui a marché trop longtemps contre le vent. Pierre Dubois se taisait. Il regardait son fils et ne le reconnaissait pas. Devant lui se tenait un vieil homme dans le corps d'un homme de 38 ans. Toute sa colère, toutes les paroles amères que Pierre avait accumulées pendant 5 ans, se réduisirent soudain en poussière. Il ne restait qu'une douleur sourde et lancinante. Vivant, alors, expira enfin Pierre. Vivant. Nicolas détourna le regard. Pardonne-moi que ça se soit passé comme ça. Je ne voulais pas revenir. Tu te souviens de ce que tu as dit? Je me souviens, le coupa son père. Je me souviens de tout, Nico. Nicolas s'appuya plus lourdement sur son bâton. Ses doigts, rougis par le froid, tremblaient légèrement. Ils t'ont tout raconté? Il fit un signe de tête en direction des enquêteurs qui se tenaient en haut, au bord du ravin. À propos du site, de ses signatures. Ils t'ont raconté. Je savais, papa. Je savais que tout tenait avec des bouts de ficelle, que l'automatisme était vieux. Mais ils ont fait pression. Ils ont dit que si je ne signais pas, ils trouveraient quelqu'un d'autre, et qu'ils me mettraient à la porte avec une mauvaise réputation. J'ai eu peur. J'ai pensé que ça passerait. Ça n'est pas passé. Nicolas se tut, sa gorge se contracta. Quand j'ai entendu l'explosion. Je ne devais même pas être là ce jour-là. Mais j'ai couru. J'ai vu la fumée, j'ai entendu les gens crier derrière les clapets fermés, ceux que j'avais personnellement validés comme étant en état de marche. Et j'ai eu peur, j'ai compris que c'était fini. Ma vie était finie. Pierre Dubois écoutait, et chaque mot de son fils s'enfonçait en lui comme un couteau dentelé. Il n'essaya pas de l'interrompre, de lui dire que tout irait bien, car rien n'allait plus bien. Des gens étaient morts. Son fils avait commis une erreur terrible, irréparable. Ça fait 5 ans que je les vois la nuit, dit Nicolas en levant les yeux, et des larmes brillèrent, gelant aussitôt sur ses cils. Toutes les nuits. Je ne fuyais pas la prison, père. Je me fuyais moi-même. Je pensais que je crèverais quelque part sous un pont, et que ce serait la fin. Maigri. Il ne me laissait pas faire. Il me forçait toujours à me lever. Et quand j'ai compris que j'étais au bout, je l'ai envoyé vers toi. Je savais que tu ne le chasserais pas. Que tu es un homme de parole. Pierre s'approcha. Il ne prit pas son fils dans ses bras. Ce n'était pas dans les habitudes de la famille. Il se tint simplement à côté de lui, presque épaule contre épaule. Je suis coupable aussi, Nico, dit doucement le vieil homme. De ne pas t'avoir cherché. D'avoir cru ce papier avec un tampon. D'avoir, ce jour-là sur le seuil, te maudire au lieu de te retenir par la main. Nous sommes de beaux spécimens, tous les deux. Nicolas sanglota brièvement, comme un enfant. Il s'adossa au mur de la grange. Ses forces l'abandonnaient définitivement. Le chien, sentant ce moment, s'approcha et s'assit entre eux.
Il se pressa fermement contre la jambe de Nicolas et posa sa tête sur la botte de Pierre Dubois. Il devint ce maillon vivant qui reliait enfin ces deux vies brisées. Pierre Dubois sentit la chaleur qui émanait du chien. Et pour la première fois en 5 ans, cette chaleur ne provoqua pas en lui d'irritation. « Rentrons à la maison, mon fils, dit-il en posant sa main lourde et calleuse sur l'épaule de Nicolas. Assez couru comme ça. Ils vont me mettre en prison, papa, murmura Nicolas. Alors, nous attendrons, trancha Pierre. Maintenant, au moins, je sais qui attendre. C'est plus facile que de regarder dans le vide. L'enquêteur Antoine Leclerc commença à descendre lentement vers eux. Nicolas se redressa, jeta son bâton. Il ne se cachait plus. Il se tenait droit, et bien que son visage fût blanc de douleur, son regard était devenu plus clair. Le chien gronda doucement, ne s'éloignant pas d'un pas. Au fond du ravin froid, sous le regard d'inconnu, commençait ce véritable miracle, le retour d'un homme à un autre homme. Et le seul témoin en était un vieux chien, qui savait pertinemment que ses maîtres ne partiraient plus. La salle du tribunal ne ressemblait pas à celle des films. Il n'y avait ici aucune grandiloquence, seulement des murs gris, une odeur de vieux papier et le silence pesant de l'administration. Nicolas était assis derrière une barrière en bois, pâle, amaigri. Mais son regard n'avait plus ce désespoir traqué avec lequel il se cachait dans le ravin. Pierre Dubois était assis au premier rang, les doigts crispés sur le bord du banc dur. Gris était couché à côté de lui. Lui-même, dans une chemise propre et boutonnée jusqu'au cou, semblait être une statue figée. Accusé, confirmez-vous avoir personnellement apposé votre signature sur le procès-verbal de conformité du système? La voix du juge était sèche et banale. Nicolas se leva. Il regarda droit devant lui, au-delà du juge, quelque part dans le vide. Oui, je confirme tout. Je savais que les capteurs n'avaient pas passé les tests. Je voyais que le circuit fonctionnait avec des interruptions. Un murmure parcourut la salle. Les proches des victimes, assis au fond, se mirent à chuchoter. Quelqu'un sanglota. Pierre Dubois ferma les yeux. C'était douloureux d'entendre cette vérité, mais il savait que sans elle, Nico ne reviendrait jamais vraiment. « Pourquoi avez-vous signé, alors ?» demanda le procureur en feuilletant son dossier. « On m'a dit que le site était stratégique, qu'un retard serait du sabotage. » Le chef de service. Il m'a convoqué et a posé sur la table un ordre de licenciement pour faute grave, puis il a ajouté que si je ne signais pas, il trouverait quelqu'un de plus conciliant. Et que je serais poursuivi pour entrave à la défense nationale. J'ai eu peur de devenir un moins que rien. J'ai trahi ma profession par peur. Puis ce fut au tour de l'enquêteur Antoine Leclerc. Il déposa sur la table les résultats des nouvelles expertises et les fameuses archives ouvertes. Il s'avéra que, dans le dos de l'ingénieur, la direction avait mis en place tout un système d'achat de matériel bon marché sous couvert d'équipements de pointe. La différence de plusieurs millions finissait dans leur poche, et Nicolas n'était qu'un paravent commode. Mon client a commis une faute professionnelle, la voix de l'avocat était ferme. Mais il n'était pas l'organisateur de la catastrophe. Il est devenu un instrument entre les mains de ceux qui tentent aujourd'hui d'en faire le seul coupable. La vérité émergeait lentement, comme l'eau lourde d'une cale inondée. Des rapports falsifiés, des enregistrements de conversations téléphoniques, des menaces furent révélées. À la fin de la journée, il était clair que Nicolas était coupable de faiblesse, mais pas de meurtre avec préméditation. Quand le juge lut le verdict, un tel silence régnait dans la salle qu'on entendait le tic-tac de l'horloge murale. Nicolas fut condamné à une peine avec sursis et à une interdiction d'exercer sa profession pendant 3 ans. Pour le système, il n'était plus le monstre principal. On lui retira l'étiquette d'assassin, ne lui laissant que le souvenir amer d'une erreur commise. Quand ils sortirent du palais de justice, Gris les attendait sur le perron. Le chien était assis près de la voiture, immobile. En voyant ses maîtres, il ne se précipita pas vers eux, mais se leva simplement et aboya doucement, affirmativement. Nicolas inspira profondément l'air glacial. Pour la première fois en 5 ans, ses poumons n'étaient pas serrés par l'étau de la culpabilité. Bon, on y va? Pierre Dubois posa une main sur l'épaule de son fils. On y va, père. Ce n'était pas une victoire, c'était une purification. La justice n'avait pas ramené les morts, mais elle avait rendu à un homme vivant le droit de regarder les gens dans les yeux. La voiture s'arrêta devant le portail familier et penché,
alors que le crépuscule commençait déjà à inonder le village d'une couleur lilas. Tout semblait identique à la semaine précédente. Les mêmes congères, le même bosquet au loin, le même vent piquant. Mais Pierre Dubois avait l'impression de revenir d'un autre monde. Le chien fut le premier à sauter de la voiture. Gris ne courut pas à corps perdu. Il renifla la clôture d'un air affairé et s'assit à l'entrée, regardant Nicolas avec dévotion. Son fils sortit à son tour. Il resta longtemps debout, la tête renversée, regardant le fin croissant de lune, puis il inspira profondément, jusqu'à en avoir mal aux côtes, l'air glacial de son enfance. « Entrons dans la maison, Nico, » dit doucement le vieil homme. « Il fait froid à l'intérieur. » La maison les accueillit avec ce même silence qui étouffait autrefois Pierre Dubois. Mais c'était maintenant un silence différent, un silence d'attente. Nicolas se mit immédiatement au travail. Il ne savait pas s'excuser avec des mots, alors il se mit à parler par ses actes. Bientôt, un son rythmé et clair résonna dans la cour. Toc toc. C'était son fils qui fendait du bois. À chaque coup de hache, à chaque bûche qui volait en éclats, c'était comme si l'odeur de renfermé de la solitude s'évaporait de la maison. Pierre Dubois s'affairait près du poêle. Bientôt, dans le ventre du géant de briques, une flamme se mit à crépiter joyeusement. Le feu léchait les brindilles de pain sèche, et une chaleur vive et attendue se répandit dans la pièce. Le vieil homme posa sur la plaque une vieille bouilloire en émail. Elle grogna longtemps, gargouilla, puis se mit à siffler victorieusement. Pierre sortit du buffet une deuxième tasse, celle avec l'anse ébréchée, qu'il n'avait pas osé jeter pendant 5 ans, mais qu'il n'avait jamais remise sur la table. Nicolas entra dans la pièce, apportant avec lui une odeur de gel et de bois frais. Il enleva sa veste, lissa une mèche rebelle sur sa nuque et s'arrêta, hésitant, sur le seuil. « Assieds-toi. » Pierre fit un signe de tête vers la chaise. Il versa un thé fort, presque noir. La vapeur montait vers le plafond, enveloppant leur visage. Le chien, épuisé par cette journée interminable, entra dans la pièce, tourna sur lui-même et, avec un lourd soupir de soulagement, s'effondra sur le seuil. Il posa sa tête sur ses pattes et ferma les yeux. Gris ne tendait plus l'oreille au bruit. Il savait, tout le monde était à la maison. Pierre Dubois poussa la tasse vers son fils. Sa main, couverte d'un réseau de rides, s'attarda un instant près de la main de Nicolas. « Tu sais. » Le vieil homme hésita, cherchant ses mots. « Le passé, c'est comme de la cendre. Si tu la remues tout le temps, tu t'en mets plein les yeux. Le procès est passé. Les gens connaissent la vérité. » Nicolas leva les yeux. On y lisait encore de la fatigue, mais il n'y avait plus ce froid mortel que Pierre avait vu dans le ravin. « Je ne sais pas comment faire maintenant, papa, » avoua doucement son fils. « Comment regarder les gens dans les yeux ?» Pierre Dubois regarda le chien. L'animal remua une oreille dans son sommeil et fit un petit bruit de succion. « Regarde-le, lui, » dit le vieil homme en désignant Gris. « Il te suivait non pas parce que tu es un ingénieur ou un héros, mais parce que tu es son maître. Alors, sois-le. » Pierre se tut, regardant les reflets dansants du feu sur le mur, puis, surmontant la boule qu'il avait dans la gorge, il ajouta « Vis, Nico. Vis, tout simplement. En accord avec ta conscience. Le reste s'arrangera. » Nicolas ne répondit rien. Il hocha simplement la tête, lentement, et prit une première gorgée de thé chaud. À cet instant, la maison devint définitivement chaude. Pas à cause du poêle, mais parce que 2 hommes avaient enfin décidé de retirer leurs armures de ressentiment et de peur. Le miracle du Nouvel An, dans le petit village, s'était produit sans faste ni lumière magique. Il avait eu lieu en silence, autour d'une simple table en bois. Le miracle consistait en ce qu'un vieil homme avait trouvé en lui la force d'ouvrir une porte. D'abord à un chien transi de froid, puis à sa propre mémoire, et enfin, à un avenir qu'il croyait perdu à jamais. Dehors, une neige épaisse et duveteuse tombait, recouvrant la terre d'une couverture blanche et pure. La vie revenait là où le froid avait régné pendant 5 ans. Et sur le seuil, veillant sur ce bonheur fragile, dormait profondément un chien qui savait pertinemment que les miracles se produisent quand on refuse simplement de baisser les bras et qu'on rentre à la maison.